Depuis son inauguration en 2022, la prison de Harren, conçue dans une volonté de créer une infrastructure carcérale plus humaine, fait l'objet de nombreuses controverses. Dans ce quatrième épisode du podcast L'humain a droit, on s'interroge. Est-ce que la prison de Harren tient réellement sa promesse d'humanité ou représente-t-elle au contraire une menace pour les droits humains des détenus? La situation des prisons en Belgique est tristement connue. La Belgique a été à de multiples reprises condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison des conditions déplorables dans lesquelles sont détenues ces personnes. Ainsi, la surpopulation carcérale, le constat du délabrement d'établissements, le manque de personnel qualifié, les révoltes, les grèves, ainsi que les délais excessifs de détention préventive et de jugement, aggravés par l'arriéré judiciaire belge, ont conduit la Cour à reconnaître plus d'une fois que l'État belge violait les droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est pourquoi les astreintes dues par l'État belge en raison de traitements inhumains et dégradants des détenus au sein de ces prisons se comptent aujourd'hui en millions. Au-delà de ces constats alarmants sur les conditions de détention, il est avant tout essentiel de revenir au modèle architectural hérité de nos prisons belges. En effet, depuis le 19e siècle, l'architecture carcérale en Belgique se fonde sur le modèle de la prison panoptique en forme d'étoile, inventé par Édouard Duc-Pessiot. Organisées autour du principe d'enfermement cellulaire afin d'encourager l'introspection, ces prisons sont composées d'un poste de surveillance central d'où partent de multiples ailes cellulaires. C'est cette configuration est censée permettre le fameux regard panoptique, cette impression de surveillance constante pesant sur les détenus afin de les dissuader de tout faux pas. Si cette composition architecturale a été répétée, bien que parfois adaptée aux nouvelles technologies, il a été annoncé dans le cadre du Master Plan 2008, 2012, 2016 pour une infrastructure carcérale plus humaine qu'un nouveau type de prison verrait le jour. Le modèle de village pénitentiaire incarné par la prison de Aachen. Maxi Prison, pouvant accueillir 1190 détenus. Elle s'organise non pas autour de l'enfermement cellulaire, bien que les cellules subsistent, mais autour du concept d'unité de vie ouverte, de 30 personnes. La notion de village correspond ainsi à la multiplication de bâtiments autonomes renfermant les unités de vie, ce qui forme en soi un petit village, mais correspond également à la volonté de normalisation de l'espace carcéral, passant par des bâtiments reprenant les codes et fonctions sociales de l'extérieur, comme le démontre la présence d'un hôtel de ville et d'un quasi-musée. Lorsqu'on compare cette description de village pénitentiaire aux descriptions fournies par le Comité de prévention de la torture dans leur rapport de 2012 concernant la prison de Forêt, qui fait notamment état des conditions de détention, entre autres l'utilisation de sous hygiéniques, matelas posés à même le sol et manque d'intimité lorsqu'ils doivent faire leurs besoins s'apparentant à un traitement inhumain et dégradant pour les détenus, eh bien la nouvelle prison de Harren paraît idyllique. Ce futur village pénitentiaire promettait une meilleure formation du personnel et une amélioration du bien-être des prisonniers grâce à une architecture spécialement conçue à cet effet. Mais aujourd'hui, cette prison a-t-elle réellement tenu ses promesses? Telle qu'évoquée précédemment, la prison de Harren s'insère dans une volonté de produire un système d'enfermement capable d'atténuer l'austérité carcérale et de construire un climat favorable à la réinsertion des détenus. En effet, avec son architecture d'inspiration périurbaine, elle tend à s'éloigner le plus possible de l'image symbolique de la prison. Elle est composée de plusieurs bâtiments autonomes plutôt qu'un seul grand complexe centralisé. Le complexe s'étend sur une superficie de 37 000 m² de verdure, avec des toitures végétalisées et des panneaux solaires, reflétant une attention particulière à la durabilité environnementale. Des mesures d'économie d'énergie, comme l'utilisation de panneaux solaires et de toitures végétalisées, ont été mises en place, contribuant à une réduction significative de la consommation d'eau et d'énergie. Ce modèle vise à essayer de limiter la surpopulation en répartissant les détenus dans différentes unités, créer un environnement plus ouvert et modulable, avec des espaces verts et des cours intérieurs, faciliter la réinsertion en permettant des interactions sociales plus naturelles et des activités de réhabilitation. Cependant, cette tendance à calquer les prisons sur le modèle d'un village amène à ce qu'elles soient de plus en plus éloignées des centres-villes. Or, cet éloignement entraîne des conséquences négatives pour les détenus et leurs proches, puisqu'il rend les visites d'autant plus compliquées et limite l'accès à la prison pour les services externes, notamment les associations d'aide aux personnes incarcérées, garantes de liens sociaux. Ainsi, selon un rapport de la Commission, en raison de la grandeur du bâtiment, lorsqu'on décompte les kilomètres à marcher sur le site, passer d'un bâtiment à l'autre,
parcourir le long des couloirs et les escaliers des bâtiments, le temps qu'il faut pour badger et attendre que les différentes portes s'ouvrent, il ne reste plus beaucoup de temps aux agents pour rencontrer les détenus et remplir leur mission. Selon le criminologue David Sker, plusieurs études démontrent que, paradoxalement, la population incarcérée ou celle travaillant dans ces prisons préfère généralement le quotidien au sein des prisons plus anciennes et vétustes à celles des nouvelles prisons modernes. Il explique que dans les vieux établissements, il y a une certaine familiarité qui s'instaure pour rendre supportables les dysfonctionnements et l'insalubrité. En fait, une forme de sécurité active répondrait aux failles sécuritaires technologiques et architecturales et amènerait plus de contacts. En revanche, concernant les prisons modernes ultra sécuritaires, ces dernières reposent sur une conception passive de la sécurité, avec un contrôle à distance et dépersonnalisé, souvent décrit très négativement par la population carcérale. Pour résumer, l'autonomie annoncée pour les nouvelles prisons s'avère plutôt superficielle puisqu'on passe simplement d'une surveillance humaine à une surveillance technologique. Pour autant, on se rend compte qu'Aren n'échappe pas au dysfonctionnement et au mauvais traitement des détenus. En effet, en avril 2024, la CSC Service Public et la plateforme citoyenne Aren Observatory ont dénoncé une situation catastrophique au sein de l'établissement, mentionnant des agressions, des décès, des incendies de cellules, ainsi que des dysfonctionnements matériels et un absentéisme élevé du personnel, doublé d'un manque de formation de celui-ci. Aujourd'hui, presque 3 ans après son ouverture, de multiples rapports indiquent qu'en réalité, la prison de Aren n'a pas tenu ses promesses. On remarque qu'elle n'a pas réussi à réduire la surpopulation carcérale et à offrir un environnement plus humain, comme cela avait été prévu initialement. En effet, la commission de surveillance a souligné dans un rapport de 2023 que les cellules de punition et de sécurité sont équipées d'une fenêtre avec une vitre opaque, donc sans vue donnant sur l'extérieur, ce qui crée de l'anxiété, davantage encore pour des personnes claustrophobes. Un accès très limité à la lumière naturelle est difficilement supportable. De plus, à plusieurs reprises, la commission a observé qu'un store avait été abaissé, plongeant ainsi la cellule de punition dans une obscurité totale après l'extinction de la lumière. Le contrôle du store est exclusivement assuré par le poste de contrôle interne, tandis que le personnel de surveillance ne gère que l'éclairage. Ainsi, toute variation de luminosité dépend du poste de contrôle interne, que ce soit de son initiative ou à la demande d'un agent ou d'un détenu. Des détenus ont signalé à la commission des alternances brutales entre lumière intense et obscurité totale, ainsi que l'allumage prolongé de la lumière jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Par conséquent, cela peut être perçu comme une réponse par la pierre et le béton sans humanité. Les politiques pensent que par une transformation matérielle de la prison et un imaginaire périurbain, il est possible de normaliser et humaniser le quotidien en détention. Mais les analyses critiques suggèrent également que la prison de Aren rencontre des défis significatifs dans la mise en œuvre effective des règles de Nelson Mandela. Sont-elles des mesures essentielles pour garantir le respect des normes internationales en matière de droits humains ou des contraintes trop grandes imposées en milieu carcéral? On se pose la question. Les Nations Unies ont établi les lignes directrices claires concernant le traitement des prisonniers par le biais des règles Nelson Mandela. Ces prescrits font référence à l'idée que les prisons doivent être réformées pour favoriser la réhabilitation plutôt que la punition et soulignent l'importance d'offrir un environnement humain et sûr pour les détenus. On peut notamment citer des cellules suffisamment spacieuses et ventilées permettant une dignité de base, un accès à la lumière naturelle et à l'air frais, ou encore des infrastructures sanitaires adéquates pour éviter les traitements inhumains ou dégradants. Malgré ces principes, de nombreux systèmes pénitentiaires, en particulier dans les pays surpeuplés, ignorent certains standards, comme la surpopulation carcérale. Beaucoup de prisons sont conçues pour accueillir un nombre limité de détenus, mais elles fonctionnent souvent bien au-delà de leur capacité. Cette situation entraîne des conditions insalubres et un manque d'intimité. Ou encore un environnement oppressant, dans le sens où les conceptions axées sur le contrôle et la surveillance excessive favorisent un climat de tension psychologique. On peut finir par citer l'absence d'espace pour les activités réhabilitatives. Les infrastructures négligent souvent les espaces nécessaires pour l'éducation, le travail ou les activités sociales essentielles pour la réhabilitation. Mais certains pays montrent qu'il est possible de concevoir des établissements pénitentiaires respectueux des droits humains. Par exemple, la prison Halden Fengsel en Norvège est une prison souvent citée comme un modèle de réhabilitation. Elle offre des chambres individuelles avec salle de bain, des espaces verts, des activités éducatives et récréatives, créant un environnement plus humain. On peut également citer la prison de Bastøy, également en Norvège, située sur une petite île. Cette prison met l'accent sur la liberté de mouvement et la responsabilité, en intégrant les détenus dans la gestion quotidienne de la communauté.
Tous ces développements nous amènent à nous questionner sur la diminution des interactions sociales dans les établissements pénitentiaires, ainsi que sur les impacts que cela peut avoir sur la quantité d'interactions humaines et la santé mentale des prisonniers. La diminution des interactions humaines s'explique notamment par l'automatisation de l'utilisation d'un badge pour les déplacements au sein de la prison, censé favoriser l'autonomie des prisonniers en leur permettant de se déplacer sans accompagnateur tout en étant surveillés de loin par les caméras de surveillance contrôlées depuis 3 bunkers différents. Cet effacement humain des matons entraîne également une perte d'opportunité pour les prisonniers de créer du lien, puisque les déplacements ne s'opèrent en principe plus en groupe. Pour ce qui est de la santé mentale des détenus en prison, elle reste une préoccupation secondaire au sein des établissements pénitentiaires. En effet, ceux-ci manquent de moyens, mais aussi de ressources et de personnel. Le personnel des prisons est très peu mis en avant puisque leur travail est peu reconnu et mal payé. De plus, ce personnel est peu, voire pas du tout ou mal formé à la gestion des détenus atteints de problèmes de santé mentale et à toutes les situations qui peuvent s'y rattacher. Une autre problématique liée à cela est que les détenus sont stigmatisés dès leur arrivée dans ces établissements par les autres détenus et ont alors du mal à s'intégrer parmi eux. À plus forte raison, ces difficultés d'intégration mènent à des déplacements réguliers de prison en prison pour ces détenus, ce qui accroît leur difficulté à s'intégrer au sein d'un environnement et à s'y sentir bien et en sécurité. Les détenus stigmatisés peuvent également être victimes de violences physiques au sein de ces établissements. Ils sont mis de côté, ne se sentent pas en sécurité et développent parfois de l'anxiété. Le problème des violences pose question en ce qui concerne les détenus qui en sont victimes, mais aussi pour les intervenants dans les prisons qui, n'étant pas ou mal formés, éprouvent de grandes difficultés à parvenir à trouver des solutions efficaces à ces problématiques. En conséquence de tout ce qui vient d'être évoqué, les peines de ces détenus sont d'autant plus lourdes et difficiles à vivre que les peines de ceux qui ne présentent pas de problème de santé mentale, car ceux-ci subissent, en plus de la privation de liberté, un isolement supplémentaire au sein même du cadre de l'établissement pénitentiaire. À travers cet épisode, nous avons pu explorer la prison de Harren comme un symbole des contradictions de l'architecture carcérale contemporaine. Initialement conçue pour incarner une prison plus humaine, elle peine pourtant à garantir des conditions de détention respectueuses des droits fondamentaux. Derrière les promesses de modernité et d'humanité, les mêmes problématiques persistent. Donc, la surpopulation, l'éloignement géographique, le manque de personnel, l'isolement accru et surveillance plus technologique parfois au détriment du contact humain. Mais pouvons-nous réellement humaniser la prison en repensant uniquement ses murs et ses infrastructures ? L'architecture suffit-elle ou faudrait-il repenser en profondeur notre rapport à la justice et à la répression ? Nous vous laissons poursuivre votre réflexion avec cette citation de Marie-Hélène Rabier. Au cours de l'histoire, le grand changement aura été de passer des châtiments corporels à l'emprisonnement. À l'avenir, le grand changement sera de passer de l'emprisonnement industriel à une justice pénale intelligente, constructive et individualisée. Et vous, qu'en pensez-vous ? La prison de demain doit-elle encore en être une ?